Ce podcast est réalisé avec le soutien précieux de Pareto, Planning for a Better Life. Bienvenue dans Z sur 7, votre podcast d'actualité économique quotidien. Nous sommes le 24 janvier. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Rémi Bernard et animé par Béatrice Marlier. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Z sur 7. Dans l'actualité de ce vendredi, Bart de Wever vise le plein emploi avec sa dernière super note. Et donc là, on est en Belgique à un niveau historiquement bien. Le formateur souhaite également s'attaquer aux malades de longue durée. C'est que les entreprises elles sont très contentes de se débarrasser de ces malades de longue durée. Dans la suite, nous parlerons des chiffres de la loterie nationale, mais également du projet de prolongement de Tihange 1. Merci pour votre fidélité. Z sur 7, c'est parti. Z sur 7 à la une. Et nous débutons notre tour de l'actualité avec la dernière version de la super note de Bart de Wever. Celle-ci présente une série de mesures visant à accentuer l'écart entre le travail et l'inactivité. L'objectif est d'atteindre un taux d'emploi de 80% d'ici 2029 contre 72,3% actuellement, ce qui générerait un effet retour estimé à 7,8 milliards d'euros. Un objectif ambitieux, d'autant plus que selon le professeur d'économie Antoine Germain, le marché belge se rapproche déjà du plein emploi. La question de plein emploi, c'est vraiment le rapport entre le nombre de personnes qui cherchent un emploi, les chômeurs, et le nombre d'emplois disponibles, les postes vacants. Et donc là, on est en Belgique à un niveau historiquement bien, mais ça cache des disparités régionales. Donc en Flandre, il y a des pénuries importantes de main-d'œuvre. La pénurie de main-d'œuvre complique la création d'emplois. Selon les prévisions du Bureau fédéral du plan, 217 000 emplois devraient être créés d'ici 2029 si les politiques actuelles restent inchangées. Cependant, pour atteindre l'objectif de 80% de taux d'emploi, Stadbel estime qu'il faudrait en créer 550 000, soit plus de 300 000 supplémentaires. C'est évidemment un effort important à faire, et en fait, ça dépend de vers qui on dirige ces emplois. Donc, il y a des catégories de personnes aujourd'hui qui sont déjà au-delà du taux d'emploi à 80%. On peut penser tant aux hommes qu'aux femmes qui ont des hauts niveaux d'éducation. Par contre, pour les niveaux d'éducation plutôt inférieurs aux moyens, là, on est encore loin. Le taux d'emploi est également faible chez les personnes en fin de vie active, mais également chez les jeunes. Les plus jeunes rentrent de plus en plus tard sur le marché du travail. Ça, c'est sans doute lié avec l'allongement de la durée des études. Et donc ça, c'est une dynamique qui va à l'encontre de l'objectif de 80% du taux d'emploi. Donc si on veut travailler sur l'objectif du taux d'emploi à 80%, il faudrait sans doute s'attaquer à cet allongement de la durée des études chez les plus jeunes. Un point semble pourtant absent de la super note de Bart de Wever, la nécessité de répondre à la pénurie de main-d'œuvre. Un autre levier majeur pour stimuler l'emploi réside dans la compétitivité des entreprises. Or, les indicateurs sont préoccupants. En 2024, les faillites ont augmenté de 8%, entraînant la perte de près de 30 000 emplois. C'est vrai qu'il y a une augmentation des faillites. Maintenant, il reste encore des pénuries importantes sur le marché du travail. Donc on est un peu à un système où il se passe beaucoup de changements pour le moment. Et donc ces pénuries sont encore majeures. Ça veut dire qu'il existe encore une réserve d'emplois disponible qu'il faudrait remplir. Et donc l'augmentation de la participation sur le marché du travail pourrait répondre à ce défi. Z sur 7 à la une. On l'a vu, Bart de Wever cible les malades de longue durée et propose de responsabiliser les employeurs quant aux coûts liés à ces absences. Selon sa proposition, ces derniers devraient prendre en charge 30% des allocations pendant une période de 4 mois. Cette mesure, qui épargnerait les PME, suscite néanmoins de vives réactions. Christophe Wambercy, secrétaire général du syndicat neutre pour indépendants. En quoi un employeur a les leviers pour pouvoir remettre son travailleur au travail. Il est impuissant face à cela. Nous pensons qu'il faut davantage mettre la pression, notamment sur la médecine interentreprise, sur les mutuelles qui doivent contrôler effectivement la durée de la maladie et sa capacité à reprendre le travail ou pas.
Un rapport de l'OCDE a déjà critiqué le système d'allocation pour maladies de longue durée en Belgique, estimant qu'il pourrait, à terme, encourager les actifs à quitter prématurément le marché du travail. Vincent Laurent, professeur en politique de santé à l'UC Louvain, confirme. Ça, c'est ce que le rapport de l'OCDE disait, c'est que les entreprises elles sont très contentes de se débarrasser de ces malades de longue durée. Puisque d'abord, ces malades ne relèvent plus du payroll de l'entreprise, ils relèvent de l'INAMI, c'est-à-dire de la collectivité, mais peut-être une partie de la responsabilité, j'insiste bien, une partie de la responsabilité de certaines maladies de longue durée repose sur le milieu du travail. En contrepartie de la contribution des entreprises, les sanctions liées à un nombre trop élevé de malades de longue durée seraient supprimées. De plus, 15% des montants versés par les entreprises leur seraient indirectement restitués et la prime accordée pour le retour au travail serait doublée. Cet incitant-là, il est nouveau, il est intéressant. Il ne fait que confirmer l'argumentation, c'est-à-dire, finalement, c'est d'inciter les entreprises en leur donnant des moyens, c'est 15%, d'organiser le milieu du travail, les postes du travail, les conditions de travail, pour que des personnes qui sont en arrêt maladie de longue durée puissent revenir sur le milieu du travail. La responsabilité des médecins prolongeant les certificats médicaux serait également mise en question. Ces propositions, qui suscitent une nouvelle fois la controverse, visent néanmoins à impliquer davantage les entreprises, ce qui pourrait générer 196 millions d'euros de recettes supplémentaires. Une réglementation dans laquelle il n'y a pas de contrôle est une réglementation qui inéluctablement ne sera pas respectée. Donc, de ce point de vue-là, c'était évidemment une mauvaise idée. Deuxièmement, ici, il y a problème de charge administrative, il y a problème de manque de médecins. C'est là-dessus qu'il faut travailler et non pas prendre le paquet pour le poser sur le dos des autres et en l'occurrence, ceux des entreprises. Z sur 7 à la une. Billets à gratter, jeux de tirage, les Belges ont un véritable appétit pour le jeu. En 2024, la Loterie nationale a atteint un chiffre record, récoltant 1,5 milliard d'euros. Cette année exceptionnelle a également vu la création de 63 nouveaux millionnaires, reflétant une croissance stable et durable qui perdure depuis une décennie. Le CEO de la Loterie nationale, Yanniac, se félicite. Le total des mises des Belges dans le courant 2024 s'est élevé à 1,553 milliard d'euros. Et nous, on est fort contents avec cela. Ce succès s'explique par une participation massive des joueurs, mais avec des mises modestes. En moyenne, moins de 5 € par jeu. Une stratégie qui conjugue responsabilité et accessibilité, tout en assurant une large popularité. Il y a de plus en plus de Belges qui jouent de temps en temps avec un jeu de la Loterie nationale, mais pour un montant qui est de plus en plus modeste ou au moins reste stable. Les 2/3 des mises, soit un peu plus d'1 milliard d'euros, sont reversés aux gagnants. Fidèle à sa tradition, la Loterie nationale consacre également une part importante de son chiffre d'affaires à l'État belge, ainsi qu'à des projets sociaux, culturels et sportifs, affirmant ainsi son rôle de soutien aux initiatives d'intérêt général. Il y a 345 millions d'euros, au moins, parce qu'on a des obligations dans le contrat de gestion et autres, qui sont destinés à des bonnes causes ou à un retour à la collectivité. Si vous avez écouté l'épisode d'hier, vous avez entendu une info insolite. La centrale nucléaire de Tihange 1 va-t-elle être prolongée de 10 ans ? C'est le vœu d'un collectif de citoyens. Olivier Mouton interroge Baptiste Lambert, journaliste de Trends Tendance et auteur d'une enquête dans l'édition d'hier du magazine Trends Tendance. Première question. Pourquoi un mouvement citoyen ? Et pourquoi Tihange 1 spécifiquement ? Oui, et bien voilà, donc il y a une association qui s'appelle 100 TWh et qui est donc composée de citoyens et qui ne veulent pas se résoudre à la fin du nucléaire. Alors, ils ont lancé l'idée de lancer donc une coopérative pour prolonger de 10 ans Tihange 1. Alors oui, effectivement, c'est original. Alors pourquoi Tihange 1 ? En fait,
la moitié des parts de Tihange 1 est détenue par Engie, alors que l'autre moitié est détenue par EDF Belgium. Alors sans être trop technique, EDF en France veut la prolongation du nucléaire, travaille sur le nucléaire, alors que Engie, dans sa stratégie, mise plutôt sur le gaz et pas sur le nucléaire. Donc là, les citoyens se disent, bon, on a une marge de manœuvre avec Tihange 1. Et quel est, si vous voulez, le gain pour ces coopérateurs, pour ces citoyens? Selon le business plan de 100 TWh, ils pourraient, en tant que coopérateurs, voir leur facture largement diminuer. On parle d'une facture de 15 € par mois donc d'électricité, alors que les autres contrats tournent autour de 85 € par mois sur des contrats d'1 an, alors qu'ici on parle donc d'une prolongation de 10 ans, donc ça serait un contrat de 10 ans. Et donc au bout de ces 10 ans, la part du coopérateur pourrait être remboursée, mais en plus, il y aurait un rendement de 7 ans sur cette part. Donc le business plan, comme ça, fonctionne en tout cas de la part de cette association. Deuxième question. Est-ce possible techniquement parlant? C'est là toute l'incertitude. Et en fait, le fait qu'on n'ait pas de gouvernement, ça plonge la prolongation donc dans l'incertitude. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'y a pas de décision politique, il n'y a pas d'analyse de la FCN. La FCN, c'est l'agence de contrôle du nucléaire. Et s'il n'y a pas d'analyse technique, on ne sait pas combien ça coûte, on ne sait pas combien de temps. Alors, la FCN s'est déjà un peu prononcée, je l'ai réinterrogé dans le cadre de cet article. On parle de plusieurs années pour instruire le dossier et pour la mise aux normes du réacteur, des plus vieux réacteurs, dont le réacteur de Tihange 1. Il faudrait changer la loi aussi. Il faudra changer la loi. Alors, il y a plusieurs initiatives parlementaires qui sont déjà en cours, notamment de la part du MR. D'ailleurs, cette loi a été validée par le Conseil d'État. Cette proposition de loi a été, en tout cas sur le plan juridique, validée. Voilà, il y a juste une petite mise en garde par rapport à des indemnisations à Engie, mais c'est un processus qui ne se fera sans doute pas sans gouvernement de plein exercice. Voilà, on peut imaginer passer par voie parlementaire, mais ça reste quand même l'Arizona qui est en train de se former. C'est une coalition pro-nucléaire, tout le monde le sait. Donc c'est vraiment de là que doit venir le mouvement de départ. Troisième question. Et finalement, le projet est-il abordable financièrement? Là encore, c'est la grande incertitude parce que la FCN n'a pas étudié la question. Alors selon nos interlocuteurs, 100 TWh, table sur 1 milliard d'euros. J'ai eu un député qui est souvent cité comme peut-être prochain ministre de l'énergie qui me parle de 2 à 3 milliards d'euros. J'ai d'autres experts de haute volée qui me disent mais non, il ne faut rien faire. La centrale, le réacteur de Tihange 1 fonctionne comme ça. Pourquoi il faudrait une remise aux normes? Ils pensent que tout simplement le régulateur et la régulation a été beaucoup trop loin en termes de sûreté nucléaire. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Notre experte boursière du jour est Delphine Wakes de BNP Paribas Fortis. Coup d'œil sur les chiffres économiques publiés aujourd'hui aux États-Unis. Les chiffres des demandes de nouvelles allocations de chômage sont positifs. Pour rappel, c'est une donnée hebdomadaire, une donnée assez volatile, mais qu'il est cependant important de suivre pour évaluer l'état du marché du travail et du consommateur américain, qui reste vraiment le premier moteur de la croissance. Alors, ces nouvelles demandes d'allocation chômage sont ressorties à 223 000, très proches des attentes, et elles confirment vraiment le fait que ce marché du travail reste assez porteur. Elles confirment aussi la résilience de cette économie américaine. Et ces chiffres sont vraiment en ligne avec le dernier rapport de l'emploi qui avait fait état d'un taux de chômage à 4,1%. Et donc tout cela est vraiment de bon augure pour les entreprises, pour justement la saison des résultats qui est en cours, qui a bien démarré. Et d'ailleurs, on a eu Procter & Gamble, une société qui est active dans tout ce qui est biens de consommation courante, qui a publié au-dessus des attentes. Donald Trump semble ménager les marchés depuis son retour à la Maison-Blanche. Pour le moment, les marchés sont soulagés par l'approche, on va dire, très graduelle et ciblée que semble adopter Donald Trump à l'égard de l'Europe, de la Chine en matière de taxes douanières. Mais attendons de voir. Nous savons évidemment que cette menace restera présente tout au long de son mandat et que ce sera vraiment un levier de négociation. Côté bourse, pour l'Europe, 2025 démarre bien, mais c'est plus compliqué pour la Chine.
C'est vrai que les actions chinoises sont un peu malmenées en bourse. Depuis le début de l'année, on a des performances négatives et même ces actions chinoises baissent de 5 à 8% selon les indices depuis le dernier plus haut qui avait été atteint le 7 octobre 2024. Alors oui, Xi Jinping a réussi à atteindre son objectif de croissance de 5% en 2024. Et il y a aussi les derniers chiffres publiés qui vraiment attestent une certaine stabilisation des prix immobiliers, de la consommation, avec des ventes au détail qui étaient même au-dessus des attentes. Mais tout le monde attend vraiment des mesures supplémentaires, des mesures fiscales pour vraiment restaurer cette confiance et relancer durablement la consommation. Et voilà, maintenant vous êtes bien au courant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Z sur 7 pour ne pas manquer un seul de nos épisodes. Et le programme de demain, Béatrice, à quoi peut-on s'attendre ? Chers auditeurs, demain vous aurez le plaisir de retrouver Anne Marchand pour votre épisode du samedi. Vous retrouverez également Hamid Faljaoui pour le fait économique de la semaine. En ce qui nous concerne, je vous laisse en compagnie de Pareto et leur minute consacrée à la succession immobilière. Merci et à bientôt. Une minute pour faire fructifier et sécuriser votre patrimoine. En collaboration avec Pareto. Le saviez-vous, beaucoup de Belges n'arrivent plus à régler leur patrimoine immobilier au niveau successoral. En effet, au travers d'une vie, on accumule souvent beaucoup de biens immobiliers et un beau matin, on se pose la question « Comment vais-je les transmettre ?» C'est tout à fait possible, mais moyennant un certain coût et un certain temps. Plus on va donner rapidement, plus ce coût va être élevé. Pour vous donner une fourchette, en ligne directe, nous sommes entre 3 à 27% et pour les autres personnes, entre 10 et 20%. Les donations peuvent s'espacer tous les 3 ans. Tous les 3 ans, les compteurs se remettent à zéro et nous pouvons à nouveau donner dans les tranches inférieures. Et donc, en fonction du nombre de donataires, de personnes que vous voulez gratifier et de la masse de votre parc immobilier, la donation peut rapidement être réglée ou pas, c'est selon. Vous voulez sécuriser votre avenir fiscal et patrimonial ? Contactez Pareto.